Mes parents m'ont ignoré pendant 22 ans. Puis mon grand-père est décédé et m'a laissé 2,7 millions de dollars. Quand je suis entré au tribunal, ma mère a levé les yeux au ciel, puis le juge a dit « Attendez. Vous êtes le procureur adjoint. » Le palais de justice du comté de Boston luit comme du marbre poli sous le soleil du matin, alors que je pousse les lourdes portes en chêne. Mes talons claquent contre le sol, chaque pas mesuré et contrôlé, malgré la tempête qui fait rage en moi. L'odeur familière de cire au citron et de vieux papier emplit mes poumons. J'ai parcouru ces couloirs des centaines de fois, mais jamais comme ça, jamais en tant qu'accusé. Je les repère immédiatement, mes parents. Le mot semble étranger, une étiquette sans substance. La main parfaitement manucurée de Linda repose sur la manche de son avocat alors qu'elle se penche, lui chuchotant quelque chose qui les fait tous les deux sourire d'un air suffisant. Le bracelet en diamant à son poignet capte la lumière, projetant des prismes dansant sur le mur. Elle est habillée pour l'effet, tailleur Chanel, cheveux fraîchement colorés, le même blond miel qu'elle arbore depuis que je suis bébé, un bébé qu'elle a abandonné. Marc se tient légèrement à l'écart, consultant sa montre. Sa carrure de joueur de baseball s'est empâtée avec l'âge, mais il se déplace toujours avec cette confiance d'athlète, comme si la vie était un jeu qu'il s'attend à gagner. Il ne me remarque pas au début, ce qui me laisse un instant pour me ressaisir, pour me rappeler pourquoi je suis ici. Regarde qui a finalement daigné se montrer, murmure Linda à Marc, assez fort pour que je l'entende. Notre fille abandonnée nous honore de sa présence. L'ironie de ces mots pique comme du sel dans une vieille blessure. Je lisse mon simple tailleur noir et passe devant eux sans un regard, prenant ma place à la table de la défense. Les chuchotements continuent dans mon dos, mais je me concentre sur l'organisation de mes notes, sur ma respiration. La voix de l'huissier de justice coupe court au murmure. Levez-vous. L'honorable juge Robert Reynolds préside. Nous nous levons tandis que le juge Reynolds entre, sa robe flottant derrière lui alors qu'il prend place sur l'estrade. Ses yeux parcourent la salle, s'arrêtant lorsqu'il me croise. Maître Carter, dit-il, la surprise évidente dans sa voix. Il est inhabituel de vous voir aujourd'hui au banc des accusés. Oui, votre honneur, je réponds, ma voix plus stable que je ne le suis. Les affaires de famille nous mènent tous dans des endroits inattendus. Derrière moi, j'entends Linda halter. Quand je jette un coup d'œil en arrière, le visage de Marc a perdu ses couleurs. Il ne savait pas. Ils n'avaient aucune idée que leur fille abandonnée était devenue procureure, et une bonne procureure. Le déséquilibre de pouvoir sur lequel ils comptaient vient de basculer sous leurs pieds. Leur avocat, Miles Archer, est le premier à se ressaisir. Son expression se durcit alors qu'il me réévalue, ne voyant plus une cible facile, mais une adversaire de taille. Et soudain, je ne suis plus dans cette salle d'audience. Je suis à Portland, Maine, le 10 juillet 1993. L'air est lourd de chaleur, collant les chemises au dos et les nerfs à vif. J'ai 4 mois, trop jeune pour comprendre ce qui se passe, mais assez âgé pour sentir la tension alors que mes parents se disputent devant le coffre de leur voiture. C'est juste pour quelques mois, maman, promet Linda à Margaret, qui me tient emmitouflé dans ses bras. Juste le temps qu'on s'installe, tu sais comme c'est dur au début. Le visage de Margaret est tendu de choses non dites. Depuis la balançoire du porche, Charles observe en silence, ses yeux de juge ne manquant rien. Il est à la retraite maintenant, mais l'autorité lui colle à la peau comme son après-rasage. Le bébé a besoin de stabilité, dit Margaret, sa voix basse mais ferme. Linda lève les yeux au ciel, vérifie son rouge à lèvres dans le rétroviseur. Elle vous a, vous deux. Quoi de plus stable qu'un juge et sa femme? Marc claque le coffre. On doit prendre la route si on veut arriver avant la nuit. Il m'embrasse pour me dire au revoir, des gestes mécaniques, déjà partis dans leur esprit. La voiture s'éloigne sans un regard en arrière. Et je ne le sais pas encore, mais quelques mois se transformeront en années d'absence, ponctuées d'apparitions obligatoires pour les fêtes. Ce que je sais, c'est la sensation des larmes de Margaret tombant sur mon front, alors qu'elle regarde sa fille unique s'éloigner en voiture. Mes grands-parents m'ont donné tout ce que mes parents ne pouvaient ou ne voulaient pas me donner. Charles m'a enseigné la justice à travers des histoires sur ses affaires avant de dormir, des leçons de morale enveloppées dans des récits sur de vraies personnes faisant des choix difficiles. La cuisine de Margaret était l'endroit où j'ai appris l'amour, constant, fiable, inconditionnel. Ils n'ont jamais manqué une pièce de théâtre de l'école ou une cérémonie de remise de prix, assis au premier rang, tandis que les chaises de mes parents restaient vides. Les rares fois où Linda et Marc se montraient,
leur affection semblait creuse, des performances plutôt qu'un lien authentique. Quand j'avais 16 ans, Margaret est décédée subitement, d'une attaque qui l'a emportée dans la nuit. Les funérailles furent simples, dignes, comme elle. Mes parents sont arrivés avec 40 minutes de retard, Linda se plaignant de sa robe noire dans les toilettes de l'église, pendant que je me tenais près du cercueil de ma grand-mère. Je te rendrai fière, grand-mère, ai-je chuchoté, ma main sur le bois poli. Charles m'a serré l'épaule, son chagrin aussi palpable que le mien. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi, la certitude que ma vraie famille n'avait jamais été Linda et Mark, elle avait été ici, dans la présence constante de deux personnes qui avaient choisi de m'aimer chaque jour. Pourtant, même alors, une petite partie stupide de moi s'est illuminée lorsque Linda m'a serré dans ses bras après la cérémonie. Charles l'a vu, l'espoir vacillant sur mon visage à ce rare contact maternel. J'aimerais quand même qu'il reste, lui ai-je avoué ce soir-là, honteuse de cette faiblesse. Ses yeux étaient bienveillants mais pleins de sagesse. L'amour est un choix que nous faisons chaque jour, Joe. Un choix que mes parents n'avaient jamais fait, jusqu'à ce que l'argent entre en jeu, mademoiselle Carter, dit le juge Reynolds, me ramenant au présent. Serez-vous représenté par un avocat aujourd'hui? Avant que je puisse répondre, Miles Archer se lève. Votre honneur, le plaignant met en doute la compétence de mademoiselle Carter à gérer des actifs aussi importants. Linda hoche vigoureusement la tête à côté de lui, ne saisissant toujours pas ce qui se passe. J'ai presque pitié d'elle. Votre honneur, dis-je calmement, je serai représenté par Evan Mitchell, et pour mémoire, j'ai mené à bien 3 affaires de fraude devant votre tribunal le mois dernier. Le subtil hochement de tête du juge me dit tout, il voit déjà clair dans leur jeu, et pour la première fois depuis la mort de Charles, je sais exactement comment cela va se terminer. Un mois auparavant, la pluie battait les fenêtres du bureau de Charles, un décor approprié au silence creux qui s'était installé dans la maison depuis les funérailles. Joséphine se tenait immobile devant son bureau en acajou, les doigts planant au-dessus d'une boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le grand-père horloge dans le coin égrenait les secondes, son rythme régulier étant le seul son, en dehors de la tempête à l'extérieur. « Qu'est-ce que tu me cachais, Charles » murmura-t-elle en soulevant le couvercle richement sculpté. À l'intérieur se trouvait une série de registres reliés en cuir, chacun étiqueté avec une année couvrant les 2 dernières décennies. Elle reconnut immédiatement l'écriture méticuleuse de son grand-père. Le script précis d'un homme qui croyait que les détails comptaient. Tirant le volume le plus récent, Joséphine s'installa dans le fauteuil en cuir de Charles, inhalant l'odeur persistante de son après-rasage. La première entrée la frappa comme un coup de poing. Janvier 2025. Linda a appelé pour demander des fonds supplémentaires pour l'entreprise de Mark. Envoyer $2500 comme d'habitude, ce qui fait 264 paiements mensuels consécutifs. Les mains de Joséphine tremblaient alors qu'elle attrapait la calculatrice de Charles. Le calcul n'était pas compliqué, mais elle avait besoin de voir le chiffre. 22 ans. 2500 $ chaque mois. La somme affichée lui noua l'estomac. 660 000 $. Ils ont pris assez pour acheter une maison, murmura-t-elle, pressant ses paumes contre la surface froide du bureau pour se stabiliser. Elle sortit d'autres registres, chacun contenant le même schéma. Année après année de paiement de 2500 $, tous méticuleusement documentés dans l'écriture précise de Charles. Entre les pages, elle trouva des photographies, Linda sur un yacht en Méditerranée, Mark sur des parcours de golf exclusifs. Des images datées des semaines où Linda avait prétendu être trop occupée pour rendre visite à son père malade. L'horloge sonna minuit alors que Joséphine se dirigeait vers l'ordinateur de Charles. Le mot de passe lui vint instantanément à l'esprit, l'anniversaire de Margaret, la seule date qu'il n'oubliait jamais. Parmi les dossiers du bureau, un attira son attention. Demande de Linda. Email après email se déroulait devant elle, un schéma systématique de manipulation si transparent qu'il lui faisait grincer des dents. Papa, Mark a besoin de nouvel équipement pour les sélections. L'entraîneur dit qu'il a un réel potentiel cette fois. Papa, tu me manques terriblement mais je ne peux pas me permettre le voyage en ce moment, si tu pouvais aider juste cette fois. Entre les appels flagrants se trouvaient des messages plus insidieux. Maman a toujours dit que tu aimais Joséphine plus que moi. Je suppose qu'elle avait raison. Les demandes de Mark étaient plus rares mais plus importantes, des entreprises qui ne produisaient que des excuses. La prise de conscience se cristallisa avec une clarté douloureuse. Il n'avait jamais vu Charles comme un père ou un grand-père. Il n'avait été rien de plus qu'un distributeur automatique de billets pour eux.
Joséphine ferma les emails, ayant besoin d'air, mais se retrouva à la place à chercher dans les archives publiques. Le nom de l'avocat Miles Archer apparut, lié à de multiples litiges d'héritage agressif. Les comptes de médias sociaux de Linda, habituellement privés, avaient des publications récentes visibles par des amis, faisant allusion à la richesse familiale qui leur parvenait enfin. Une recherche plus approfondie révéla les dettes de jeux de marque, des dizaines de milliers dues à des gens qui n'envoyaient pas de lettres de recouvrement polies. Les archives du comté montrèrent quelque chose d'encore plus accablant. Linda avait été impliquée dans 3 litiges d'héritage antérieurs avec d'autres parents. Le récit qu'il construisait devint clair. Charles avait été manipulé par Joséphine dans ces dernières années. Elle était la méchante de leur histoire. L'obstacle entre eux et l'argent qu'ils croyaient leur revenir de droit. À l'approche de l'aube, Joséphine remarqua un tiroir de bureau qu'elle avait négligé, marqué de son nom de la main de Charles. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, l'emblème de cire de son bureau de juge encore intact. Ses mains tremblaient alors qu'elle rompait le sceau, dépliant une seule page du papier à lettres de Charles. « Ma très chère Joséphine, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont déjà commencé leur poursuite. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. La justice ne se trouve pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, elle réside dans le fait de défendre fermement la vérité. Tu as toujours été le meilleur de moi-même. Ils le savent aussi, c'est pourquoi ils te craignent. Avec tout mon amour, Charles. » 6 juin se trouvait une photographie qu'elle n'avait jamais vue, Charles dans sa robe de juge, jeune et résolu, avec la même expression déterminée qu'elle reconnaissait dans son propre miroir. Les larmes vinrent alors, chaudes et purifiantes, laissant place à quelque chose de plus dur, de plus certain. Elle ne céderait pas l'héritage de Charles à ceux qui les avaient abandonnés tous les deux. Se défendre n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'honorer l'homme qui avait choisi d'être son père quand le sien ne l'avait pas fait. Le lendemain matin, Joséphine rencontra la juge Hélène Rivers au café du palais de justice. Les cheveux argentés de la femme plus âgée étaient tirés en un chignon sévère, ses yeux l'évaluant vivement alors qu'elle parlait à voix basse. « Charles parlait de vous avec une telle fierté, Joséphine, dit Rivers, en remuant son café sans regarder la cuillère. Il savait que ce jour pourrait arriver. « Que dois-je faire » demanda Joséphine, la première fois qu'elle s'autorisait à exprimer son incertitude. « Documentez tout. Vos parents vous sous-estiment, utilisez cela. » Rivers fit glisser une carte de visite sur la table. « Thomas Wilson a été le greffier de votre grand-père, il témoignera de la clarté mentale de Charles. » Ce soir-là, la voix de Linda emplit le répondeur de Joséphine, mielleuse et urgente. « Josie, ma chérie, nous avons besoin de ton expertise juridique sur cette petite affaire d'héritage. » Joséphine rédigea sa réponse avec soin, chaque mot étant une limite. Quelques minutes après l'avoir envoyé, le téléphone de son bureau sonna. « Mais nous sommes une famille. » Mais la voix de Linda avait perdu sa douceur. La famille se manifeste pour autre chose que l'argent, mère. Le mot semblait étranger sur sa langue. 1 heure plus tard, le message de Marc arriva, des menaces à peine voilées sous des airs d'inquiétude. Joséphine le sauvegarda immédiatement, une autre pièce à conviction pour le dossier qui s'épaississait. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le décès de Charles, elle dormit sans se réveiller. Le coup avait été élevé, la rupture finale de tout espoir d'une relation authentique avec ses parents. Mais à sa place se dressait quelque chose de plus fort, la certitude qu'elle était l'héritière de son grand-père de toutes les manières qui comptaient. Le Boston Globe atterrit avec un bruit sourd sur mon comptoir de cuisine 2 jours plus tard. Le visage de Linda me fixe depuis la page 3, les yeux débordant de larmes parfaitement synchronisées. Une mère au cœur brisé se bat pour la justice, hurle le titre. Je parcours l'article, la bile me montant à la gorge en lisant son histoire fabriquée de dévotion. Charles était comme un père pour moi après que le mien soit décédé, affirme-t-elle dans l'interview. Voir ses dernières volontés déformées par quelqu'un qui avait une telle influence sur lui dans ses derniers jours. Je claque le journal. La femme qui a rendu visite à son père 8 fois en une décennie se présente soudainement comme une fille endeuillée. L'ironie serait risible si elle n'était pas si exaspérante. Mon téléphone vibre. C'est Thomas Wilson, mon collègue de bureau. Mark Carter était ici, dit-il sans préambule. Il m'a coincé dans le parking pour exprimer ses inquiétudes quant à votre stabilité. Il voulait savoir si vous aviez agi de manière erratique au travail. Je presse mes doigts contre l'arête de mon nez. Qu'est-ce que tu lui as dit ?
Que son timing semblait remarquablement opportun compte tenu du litige sur l'héritage. Thomas fait une pause. Joe, ils attaquent sur tous les fronts. Le bureau du procureur général a reçu des appels anonymes remettant en question votre éthique. Avant que je puisse répondre, mon email sonne. C'est Evan Mitchell. Miles Archer a déposé une requête d'urgence affirmant que Charles était incompétent lorsqu'il a rédigé son testament. La date d'audience a été avancée de 2 semaines. Ils accélèrent, écrit Evan. Archer sait qu'un calendrier précipité joue contre une préparation minutieuse. Les murs semblent se refermer sur moi, mais au lieu de la panique, je ressens autre chose, une colère froide et clarifiante. Ils pensent que je vais céder sous la pression. Ils ont tort. Cette nuit-là, j'étale des documents sur le bureau en acajou de Charles, le même bureau où il a rédigé des avis historiques qui ont façonné le droit du Massachusetts. Le sommeil est un luxe que je ne peux pas me permettre. J'organise les preuves par ordre chronologique, une chronologie méthodique de l'absence parentale. Dans une boîte, je trouve des cartes de vœux couvrant 20 ans. J'examine chacune d'elles, notant les messages génériques. Joyeux Noël, ma grande. Amour, maman et papa. Aucune référence à des réussites, des intérêts ou des détails personnels. Ils ne m'ont jamais assez bien connu pour les inclure. Un autre dossier contient les entrées du journal intime de Charles. Linda a encore appelé pour de l'argent, lit-on dans une entrée datant de mes 12 ans. Rien sur le récital de piano de Joséphine ou sur ses résultats à l'école. Quand j'ai mentionné qu'elle avait gagné le concours régional, Linda a changé de sujet. Dans un album poussiéreux, je découvre quelque chose qui me fait trembler les mains, des vidéos des étapes importantes de mon enfance. Ma remise de diplôme du lycée. La remise des diplômes de l'université. La cérémonie de l'école de droit. Dans chacune d'elles, 2 chaises au premier rang sont marquées de panneaux écrits à la main, réservés pour Linda et Mark Carter, des chaises vides que Charles continuait de garder, tout en sachant qu'il ne viendrait pas. Je trace du doigt son écriture soignée. Ils ne m'ont jamais vraiment connu du tout, je murmure à la pièce vide. Le lendemain matin me trouve au cimetière de Mount Auburn. L'air du début de l'automne est frais alors que je dépose des fleurs fraîches sur la tombe de Charles. Mon rituel hebdomadaire, quelque chose que Linda et Mark n'ont jamais pris la peine de faire de son vivant ou après sa mort. J'arrange les tiges quand j'entends des pas sur le gravier. En levant les yeux, je vois Linda s'approcher, un manteau de Mark boutonné contre le froid. Son visage enregistre la surprise, puis le calcul. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, dit-elle en jetant un coup d'œil à sa montre, comme si même dans la mort, Charles n'était qu'un autre rendez-vous. Je viens chaque semaine, je réponds en me levant pour lui faire face. Un jardinier travaille au loin, le son rythmé de son râteau grattant les feuilles est le seul bruit entre nous. Le visage de Linda se durcit. Tu l'as monté contre nous. L'accusation flotte dans l'air vif. Je prends une profonde inspiration mesurée, sentant la présence de Charles à mes côtés. Il vous voyait clairement, dis-je doucement. Moi aussi. Quelque chose dans mon ton calme semble lui faire perdre le contrôle. Son masque soigneusement élaboré glisse. Tu as toujours eu la vie facile. Sa préférée, crache-t-elle. Nous avons lutté pendant que tu vivais dans ce manoir, à tout recevoir sur un plateau. Je la regarde vraiment, peut-être pour la première fois, voyant la femme désespérée et amère sous l'extérieur poli. J'avais des grands-parents parce que je le devais, dis-je. Tu avais un père que tu as choisi d'ignorer. La gifle vient vite, résonnant entre les pierres tombales. Ma joue brûle, mais je ne bronche pas. La main de Linda reste en l'air, ses yeux s'écarquillant comme si elle était choquée par son propre geste. C'est la dernière fois, je lui dis, ma voix stable. Tu ne me toucheras plus jamais. Je m'éloigne, la laissant seule près de la tombe du père qu'elle n'a jamais pris la peine de connaître. De retour à la maison, je trouve 3 messages vocaux qui m'attendent. La juge Rivers demandant à me rencontrer en privé au sujet des procédures judiciaires. Evan Mitchell proposant de travailler pro bono. Charles m'a aidé à traverser l'école de droit quand personne d'autre ne le voulait. Le chef de bureau approuvant un congé prolongé malgré notre lourde charge de travail. Chaque appel représente quelqu'un qui se manifeste, contrastant fortement avec les parents qui ne l'ont jamais fait. Cet après-midi-là, Thomas Wilson arrive avec un épais dossier. Archer a un schéma, explique-t-il en étalant des documents sur ma table. Des tactiques douteuses dans 3 affaires d'héritage antérieures.
Il représente toujours des clients avec des revendications ténues sur de grands domaines. Alors que Thomas détaille ses conclusions, ma sonnette retentit. L'ancienne femme de ménage de Charles se tient sur mon porche, une enveloppe Kraft à la main. J'étais avec lui tous les jours pendant 15 ans, dit-elle fermement. Cet homme était vif jusqu'à la fin. J'ai tout noté, les dates, les conversations, tout. Utilisez-le comme vous en avez besoin. Après son départ, j'ajoute sa déclaration à une pile croissante. Des gens apparaissent de tous les coins de la vie de Charles, offrant leur soutien, des témoignages, des preuves. Chacun prouve à quoi ressemble la vraie loyauté. Tard dans la nuit, j'ai découvert quelque chose de caché derrière les livres de droit de Charles, un journal personnel relié en cuir que je n'avais pas vu auparavant. Mes mains tremblent en l'ouvrant. Une entrée de la semaine avant sa mort attire mon attention. Linda a appelé au sujet du testament aujourd'hui. Pas au sujet de ma santé, bien qu'elle ait prétendu le contraire. Elle a posé des questions indiscrètes sur la planification de ma succession. Pas une seule fois elle n'a demandé comment j'allais. Je tourne à la dernière page, datée de 3 jours avant sa mort. Nommée Joséphine exécutrice testamentaire sachant qu'elle seule a l'intégrité nécessaire pour gérer cela. Les autres viendront chercher ce qu'ils pensent mériter. Ils la sous-estimeront, comme ils l'ont toujours fait. Glissée à l'intérieur de la couverture arrière se trouve une enveloppe scellée adressée au juge des successions, expliquant de l'écriture précise de Charles sa saine raison et ses décisions délibérées concernant sa succession. 2 jours plus tard, lors de l'audience préliminaire sur la contestation de la compétence, je me suis assise à côté d'Evan alors qu'il présentait cette lettre ainsi que des dossiers médicaux et des dépositions de témoins. Le visage de Miles Archer se crispe de plus en plus alors que le juge Reynolds examine les preuves. Les preuves suggèrent que le juge Carter était parfaitement conscient de ses décisions et de leurs implications, déclare finalement le juge Reynolds, rejetant la requête. Le testament est maintenu tel quel en attendant la procédure de probation complète. C'est une petite victoire, mais une victoire significative, la première défaite publique pour Archer. En sortant de la salle d'audience, je surprends l'expression de Linda. Pour la première fois, une réelle inquiétude remplace son sourire confiant. Ce soir-là, j'ai créé un classeur de preuves complet, le divisant par catégorie. Dossier financier montrant des schémas d'exploitation, ma chronologie détaillée de leur absence lors d'événements importants, dossiers médicaux confirmant la clarté mentale de Charles, et les déclarations contradictoires de Linda surlignées de différentes couleurs. J'ajoute des témoignages vidéo des collègues de Charles et je recoupe les dettes de jeux de marque avec le moment de leur réclamation d'héritage. Chaque pièce s'emboîte comme un puzzle, révélant leur véritable motivation. Alors que je finis d'organiser, mon téléphone sonne. C'est Evan, sa voix urgente. Joséphine, j'ai trouvé des dossiers judiciaires scellés des précédents litiges de Linda. Il y a eu 2 autres testaments qu'elle a contestés, celui de son oncle en 1998 et celui de sa cousine en 2007. Même schéma, même revendication. Je serre le téléphone plus fort. Elle a un passé dans ce domaine. Oui, et la juge Rivers vient d'appeler. Elle a trouvé un précédent juridique qui s'applique directement à notre cas, Peterson contre Thornhill, 2012. La Cour suprême du Massachusetts a statué que les contestations d'héritage répétées constituent un schéma d'exploitation. J'ajoute cette dernière pièce à mon classeur, une confiance tranquille s'installant en moi. Je lève les yeux vers la photo de Charles sur mon bureau, ses yeux semblant me regarder avec fierté. Ils ne verront pas ça venir, je murmure, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. La bataille finale est à venir, mais pour la première fois depuis que tout a commencé, je sais avec certitude que je vais gagner. Un jour avant la confrontation au tribunal, la vitre de la salle de conférence reflétait mon image alors que je disposais les dossiers dans un ordre chronologique précis. Chaque transcription de déposition représentait un clou de plus dans le cercueil de Linda et Mark, un cercueil qu'ils construisaient depuis 22 ans sans s'en rendre compte. Ils ont déposé une requête en irrecevabilité, annonça Evan, entrant avec du café et une pile de mémoire juridique. Sa cravate était légèrement desserrée, preuve de la nuit blanche que nous avions passée à nous préparer. Archer prétend que nos preuves sont préjudiciables plutôt que probantes. J'ai hoché la tête, sans surprise. Il le ferait. Ma voix est restée stable, ne trahissant aucune de la fureur qui couvait sous la surface. Quel juge? Peterson, grimaça Evan. Pas idéal. La réputation du juge Peterson pour sa prudence excessive était bien connue dans les cercles juridiques. J'avais plaidé devant lui 2 fois, gagné les 2 fois, mais de justesse.
Nous avons des alternatives prêtes. J'ai tapoté le dossier bleu contenant nos stratégies de rechange. Charles m'avait appris à me préparer à toute décision judiciaire possible, favorable ou non. Quand a lieu l'audience? Demain, 9 h. Evan jeta un coup d'œil à sa montre. Cela nous donne 20 heures pour renforcer le témoignage de l'expert psychologue. Je me suis tourné vers la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de Boston. Quelque part en ville, Linda était probablement en train de choisir sa tenue, de répéter ses larmes. Le Boston Herald était ouvert sur la table, son interview larmoyante éclaboussant la page 3, une mère se bat pour l'héritage familial. Le consultant en relations publiques qu'ils avaient engagé avait bien fait son travail. L'article me dépeignait comme calculatrice et froide, la fille ingrate qui avait manipulé un homme âgé. Pendant un instant, le doute a vacillé, non pas sur l'affaire, mais sur la perception du public. Les gens la croyaient-ils vraiment? Il ne s'agit pas de gros titres, me suis-je rappelé, faisant écho à ce que la juge Rivers m'avait dit lors de notre appel tardif hier. Le tribunal voit des preuves, pas des récits médiatiques. Rivers avait été ma bouée de sauvetage tout au long de ce processus, sa sagesse me stabilisant lorsque les émotions menaçaient de prendre le dessus sur la stratégie. Ils veulent que vous soyez réactive, avait-elle dit. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Mon téléphone a vibré, un message de Thomas Wilson, qui avait recherché des dossiers financiers. J'ai trouvé quelque chose. On se voit au déjeuner? J'ai répondu par un texto de confirmation. Le calendrier des dépositions s'étalait devant moi, une symphonie soigneusement orchestrée, l'analyste financier Jérôme Bennett à 10 h, suivi du témoignage du docteur Levinson sur l'acuité mentale de Charles. L'après-midi, 3 témoins des précédents litiges d'héritage de Linda arriveraient, chacun ignorant la présence des autres jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face dans la salle d'attente. Evan a brassé des papiers, brisant ma rêverie. Votre patron a appelé. Marc est passé au bureau du procureur hier. Ma main s'est figée sur le calendrier. Que voulait-il? Soulever des inquiétudes concernant votre stabilité émotionnelle et un conflit d'intérêts potentiel. La mâchoire d'Evan s'est crispée. Il a suggéré que vous pourriez utiliser à mauvais escient les ressources du bureau. La nature calculée de leur attaque révélait à la fois de l'intelligence et du désespoir. Attaquer ma réputation professionnelle tout en contestant mes preuves. J'ai fermé les yeux, m'accordant 3 secondes de pure rage, avant de la compartimenter. Qu'a dit Jamison? Il lui a dit de mettre ses préoccupations par écrit et de les soumettre par les voies appropriées. Evan a souri légèrement. Puis il a mentionné qu'il avait hâte d'assister au tribunal demain pour soutenir sa procureure adjointe la plus prometteuse. Quelque chose de chaleureux s'est déployé dans ma poitrine, non pas du triomphe, mais de la reconnaissance. Voilà à quoi ressemblait le soutien. Pas les performances larmoyantes de Linda ou la fausse inquiétude de Marc, mais des gens qui se tenaient à vos côtés lorsque les attaques survenaient. À midi, j'avais corrigé les erreurs de dépôt technique que l'équipe d'Archer avait identifiées. Une simple divergence de date, facilement corrigible, mais suffisante pour un retard si elle n'était pas contestée. Leur stratégie devenait claire. La mort par 1000 coupures de papier. Chaque petite victoire drainerait nos ressources et notre énergie. Thomas est arrivé avec un épais dossier de relevé bancaire. J'ai suivi l'argent, a-t-il dit en étalant des documents sur la table. Chaque virement de Charles à Linda pendant 22 ans. Mais voici la partie intéressante. Il a pointé des entrées surlignées. Les montants ont grimpé chaque fois que Marc a eu des revers de carrière. Le schéma est apparu clairement, des retraits de 5 000 $ suite aux coupures de l'équipe de Marc. 10 000 $ après sa libération définitive des ligues mineures. Chaque échec professionnel suivi de demandes financières plus importantes à Charles. Il le saignait à blanc, a dit Thomas doucement. Non, ai-je corrigé en étudiant le schéma. Il le saignait stratégiquement. Après le départ de Thomas, je suis resté seul, la lumière de l'après-midi de Boston tombant en biais sur les documents. Pour la première fois, j'ai vraiment compris que ce combat n'était pas une question d'argent. L'héritage était substantiel, 2,7 millions de $, mais cette affaire représentait quelque chose de bien plus précieux. Le libre arbitre de Charles, son droit de déterminer l'héritage de l'œuvre de sa vie. Mon téléphone a sonné, le numéro de Linda. J'ai failli refuser, puis j'ai répondu, le mettant sur haut-parleur alors qu'Evan revenait. Josie, ma chérie. Sa voix dégoulinait d'une sollicitude maternelle calculée. Ça a pris des proportions démesurées. On peut arranger ça en famille.
Le mot « famille » dans sa bouche sonnait creux, une commodité plutôt qu'un engagement. C'est à ça que sert le tribunal maintenant, ai-je répondu, ma voix égale. Tu es ridicule. Votre père et moi avons fait de fausses déclarations sur l'état mental de Charles, engagé une agence de relations publiques, approché mon patron avec des préoccupations fabriquées. J'ai gardé un ton clinique, comme si je discutais des faits d'une affaire plutôt que d'une trahison personnelle. La pause de Linda en disait long. On peut partager. 60 à 40. Evan a haussé un sourcil à l'offre insultante. Je te verrai au tribunal demain, Linda. J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, le tribunal bourdonnait de tension. Miles Archer avait l'air impeccable mais tendu, sa confiance visiblement diminuée depuis notre première rencontre. Mark était assis légèrement à l'écart de Linda, leur unité se fissurant sous la pression. Le docteur Levinson a été le premier à témoigner, ses qualifications impeccables alors qu'elle détaillait les évaluations cognitives de Charles. Selon votre opinion professionnelle, le juge Carter était-il mentalement compétent lorsqu'il a révisé son testament, a demandé Evan. Absolument, a-t-elle répondu. Son score au MMSE était de 29 sur 30, exceptionnel pour n'importe quel âge. Miles Archer s'est levé pour le contre-interrogatoire, son approche agressive. Et pourtant, vous ne l'avez jamais évalué spécifiquement pour une influence indue, n'est-ce pas? Objection, a crié Evan. Appel à la spéculation. Maintenu. La frustration d'Archer a vacillé sur son visage. Il s'attendait à un adversaire amateur, pas à une stratégie juridique coordonnée. À la mi-journée, l'analyste financier avait méthodiquement exposé chaque paiement de Charles à Linda, 2500 $ par mois pendant 22 ans, totalisant 660 000 $. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque le chiffre est apparu à l'écran. Linda s'est penchée vers Archer, chuchotant avec urgence. Leur récit prévu, la fille dévouée privée de son droit de naissance, s'effondrait face à une exploitation documentée. L'après-midi a amené 3 témoins du passé de Linda, d'anciens beaux-parents et des parents éloignés qu'elle avait défiés dans des litiges d'héritage précédents. Chaque témoignage a brossé un tableau cohérent de prédation financière systématique. Mark s'est agité mal à l'aise pendant le 3e témoin, créant une distance entre lui et Linda à chaque réponse accablante. Et combien de fois Madame Carter a-t-elle rendu visite à son oncle pendant sa dernière maladie, a demandé Evan. Une fois, a répondu le témoin, le lendemain de la révision de son testament. Le regard du juge s'est aiguisé, son stylo s'arrêtant en pleine note. Lorsque le tribunal a levé la séance, les journalistes se sont agglutinés autour de Linda, mais ses larmes répétées semblaient maintenant théâtrales, ses affirmations de dévotion maternelle creuses face aux preuves du matin. J'ai rangé ma mallette méthodiquement, sans me presser ni m'attarder. Premier round pour nous, a murmuré Evan alors que nous sortions. Mais demain sera plus difficile. J'ai hoché la tête, consciente que Linda me regardait de l'autre côté de la rotonde, son expression calculatrice. Demain apporterait leurs contre-témoins, leurs appels émotionnels et leur assassinat de personnages. Mais pour la première fois depuis la mort de Charles, j'ai senti sa présence à mes côtés, non pas comme un deuil, mais comme une force. Sa voix résonnait dans mon esprit. La justice ne se trouve pas toujours dans les salles d'audience. Parfois, elle réside dans le fait de défendre fermement la vérité. Et la vérité émergeait enfin. Un document, un témoignage, un fait indéniable à la fois. Après la fin du procès pour la journée, le claquement des talons de créateur de Linda résonne dans le couloir du bureau du procureur général, anormalement fort dans le calme matinal. Elle apparaît à l'embrasure de ma porte sans prévenir, les yeux déjà brillants de larmes qui ne sont pas encore tombées. Une performance préparée avant son arrivée. Josie. Sa voix se brise à point nommé. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. Je lui fais signe de s'asseoir sur la chaise en face de mon bureau, remarquant le bracelet familier à son poignet, celui que Charles lui a acheté pour son 30e anniversaire. Elle a également apporté des photos d'enfance, étalées sur mon bureau comme des cartes à jouer. Le sang est plus épais que l'eau, Josie, dit-elle, ses doigts traçant le bord d'un Polaroid délavé, moi à 6 ans, assise sur les genoux de Charles pendant qu'il lit. Linda n'était pas là ce jour-là. Nous sommes toujours une famille, malgré tout. C'est pour ça que tu es ici? Pour le sentiment familial? Elle tamponne le coin de son œil. Nous voulons régler ça. Nous abandonnerons l'affaire pour seulement la moitié de l'héritage. C'est plus que juste. La moitié de ce que Charles m'a explicitement laissé.
La main de Linda tremble alors qu'elle pousse une photo plus près, Margaret me tenant à ma remise de diplôme du lycée. Ta grand-mère voudrait que nous nous réconcilions. Margaret a toujours cru au pardon. Mon téléphone vibre. Marc. Le 3e appel en 20 minutes. Une attaque sur 2 fronts. Tes cousins s'inquiètent pour toi, Josie, continue Linda. Tout le monde pense que tu fais une terrible erreur. Ils se souviennent tous à quel point nous étions proches. Quelque chose en moi vacille, cette vieille espérance enfantine qui s'enflamme brièvement avant que je ne l'éteigne. Je me lève, rassemblant ces photos en une pile soignée. Le tribunal reprend à 9 h demain, mère. Le palais de justice semble différent ce matin. La tension est palpable dans l'air alors que Miles Archer s'approche de la barre, sa confiance frôlant l'arrogance théâtrale. Votre honneur ? Commence-t-il, la voix calibrée pour porter. Cette affaire, à la base, est une question de manipulation. La manipulation d'un homme âgé par une femme qui s'est positionnée comme sa seule gardienne, tout en l'isolant systématiquement de sa fille, sa véritable parente de sang. Je regarde l'expression du juge, cherchant des signes de doute. Archer est bon, meilleur que ce à quoi je m'attendais. La défense a présenté Charles Carter comme un esprit juridique brillant, non touché par l'âge. Mais la brillance crée l'aveuglement, votre honneur. Mademoiselle Carter a orchestré une campagne pour contrôler les dernières années de son grand-père et, par conséquent, sa succession. Archer se tourne, me désignant de manière dramatique. Nous demandons une évaluation psychologique immédiate de Joséphine Carter. Ce schéma de contrôle suggère des problèmes profondément enracinés nécessitant une évaluation professionnelle avant toute distribution des actifs. Des chuchotements parcourent la salle d'audience. À côté de moi, Evan griffonne furieusement sur son bloc-notes. De plus, continue Archer, nous présentons des affidavits de 3 anciens collègues de Charles Carter qui ont noté le déclin de ses facultés dans ces dernières années. Mon estomac se serre. Ce sont de nouveaux témoins, des gens qui connaissaient à peine Charles à sa retraite. L'exécution du testament lui-même contient des irrégularités de procédure, annonce Archer en produisant des documents avec éclat, attestés par des personnes ayant une loyauté évidente envers Mademoiselle Carter plutôt que par des parties neutres. Le juge Reynolds me jette un regard, son expression illisible. Pour la première fois, je me sens incertaine de l'issue. Puis le médecin de Charles prend la barre, et tout change. Monsieur Carter souffrait d'arthrite aux mains, docteur, a témoigné Mendoza, mais son esprit est resté exceptionnellement clair. J'ai administré des évaluations cognitives tous les 6 mois, comme il l'avait demandé. Il a obtenu des scores dans la plage supérieure jusqu'à ces derniers jours. Je me penche vers Evan, chuchotant avec urgence, le directeur de banque de Charles, appelez-le ensuite. Les sourcils d'Evan se haussent, nous ne l'avions pas préparé. Fais-moi confiance. Quelques minutes plus tard, William Foster prend la barre, son nœud papillon légèrement de travers au-dessus d'un col amidonné. Monsieur Foster, commence Evan, Linda Carter a-t-elle déjà tenté d'accéder au compte de son père de son vivant ? Archer bondit sur ses pieds. Objection, hors du champ. Je l'autorise, dit le juge Reynolds, son intérêt clairement piqué. Le témoin peut répondre. Foster ajuste ses lunettes. Oui, à 3 reprises. Plus récemment, 4 jours avant le décès de Monsieur Carter, elle a présenté une procuration pour soins de santé que Monsieur Carter n'avait jamais signée. La salle d'audience tombe dans le silence. Je sens le regard de Linda brûler dans mon dos, mais je ne me retourne pas, pas d'autres questions, dit Evan. Ce qui a commencé comme notre défense s'est transformé en leur accusation. Le dernier jour arrive avec la salle d'audience bondée. Je prends la barre, hyper consciente de chaque regard sur moi. Mademoiselle Carter, commence Evan, pourquoi contestez-vous la revendication de vos parents sur la succession de votre grand-père ? Je croise son regard avec assurance. Cette affaire n'a jamais été une question d'argent. Méthodiquement, je raconte une vie d'abandon, des vacances passées à attendre aux fenêtres, des événements scolaires avec des chaises vides, des anniversaires marqués par de brefs appels téléphoniques qui arrivaient des jours en retard. J'aimerais lire un extrait du journal de mon grand-père, dis-je en ouvrant le livre relié en cuir. Le 12 octobre 2018. Linda a appelé aujourd'hui. J'avais espéré, bêtement peut-être, que ma maladie pourrait l'inspirer à devenir enfin une mère. Au lieu de cela, elle a posé des questions sur mon portefeuille d'investissement. Linda s'agite mal à l'aise alors que je continue, ma voix stable. Et ceci, dis-je en brandissant un calendrier délavé,
et le suivi de ma grand-mère Margaret des visites promises de Linda. Des croix rouges couvrent les pages, chacune représentant une déception. 22 ans de promesses non tenues, votre honneur. Quand j'ai fini, Evan se lève à nouveau. Votre honneur, nous demandons la permission de diffuser une déposition vidéo de Charles Carter, enregistrée 6 mois avant sa mort. Archer s'y oppose immédiatement, mais le juge Reynolds le déboute. Charles apparaît sur les écrans de la salle d'audience, assis dans son bureau. Ses mains sont peut-être noueuses d'arthrite, mais ses yeux sont vifs, sa voix claire et délibérée. Je fais cet enregistrement en parfaite santé d'esprit et de corps, comme en style, anticipant une contestation de mon testament. Je lègue ma succession à ma petite-fille, Joséphine, non pas par confusion ou manipulation, mais avec une clarté de but. Il se penche légèrement en avant, ses yeux de juge que je connaissais si bien regardant directement la caméra. Linda, si tu regardes ça, sache que je t'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle, mais tu as choisi l'absence. Joséphine a choisi la loyauté. La loi reconnaît à la fois le sang et le choix, et moi aussi. Linda allait audiblement. Marc fixe ses chaussures. Les dossiers financiers apparaissent ensuite, 22 ans de paiement mensuel surligné en rouge. 660 000 $ au total. Un calendrier montre les soins quotidiens de Joséphine pour Charles, 2500 jours contre 8 visites de Linda sur la même période. Enfin, le greffier lit la lettre de Charles au tribunal, ces mots emplissant la pièce. Je nomme Joséphine mon exécutrice testamentaire, sachant qu'elle seule possède l'intégrité que cette responsabilité exige. Le juge Reynolds rend son jugement sans retourner dans ses appartements. Ce tribunal estime que la contestation du testament de Charles Carter est sans fondement. Le testament est confirmé dans son intégralité. Il fait une pause, enlevant ses lunettes. Je trouve ce procès futile au mieux, prédateur au pire. Les frais d'avocat seront payés par les plaignants. Linda bondit sur ses pieds. C'est absurde. Je suis sa fille. À l'ordre, claque le juge Reynolds, son maillet ponctuant l'ordre. La cour est levée. Les journalistes nous assaillent alors que nous sortons du palais de justice. Linda se fraye un chemin à travers eux, attrapant mon bras. Josie, plaide-t-elle, la voix brisée. Je suis ta mère. Je me tourne pour lui faire face pleinement. Les flashs des appareils photo illuminent l'instant. Margaret était ma mère, dis-je doucement. Tu as accouché. Linda s'effondre en larmes, la scène se déroulant devant une douzaine de caméras de nouvelles. Marc s'éloigne sans un regard en arrière. La dynamique de pouvoir de notre première rencontre au palais de justice s'est complètement inversée. Dehors, la lumière du soleil réchauffe mon visage. Je me débarrasse de ma veste professionnelle, me sentant soudain plus légère que je ne l'ai été depuis des mois. Respire profondément, dit Evan en souriant à côté de moi. Tu l'as fait. Comment veux-tu célébrer? Je réfléchis à cela alors que nous descendons les marches du palais de justice. Je pense que je vais planter des roses sur leur tombe aujourd'hui. Le chauffeur ouvre la portière de la voiture avec un signe de tête. Où allons-nous, madame la procureure adjointe Carter? Je glisse sur le siège arrière, apercevant le palais de justice qui rapetisse dans la fenêtre. À la maison, dis-je. Enfin, juste à la maison. Un an plus tard, la lumière du matin traverse les fenêtres de mon bureau, des fenêtres que j'ai débloquées le mois dernier après avoir réalisé que j'avais travaillé dans l'ombre de Charles pendant trop longtemps. Les murs respirent maintenant, tapissés de livres de droit qui mêlent sa collection au volume que j'ai ajouté. Le panier à tricoter de Margaret est reconverti sur ma crédence, rempli de notes de cas au lieu de laine, mais portant toujours son essence. Le téléphone sonne, me sortant de ma contemplation. Juge Carter? C'est Angela de la Fondation. Sa voix déborde de la chaleur particulière réservée aux bonnes nouvelles. Le comité des bourses vient d'approuver les 5 premiers bénéficiaires du fonds Carter. Mes doigts tracent le maillet de Charles, en chêne poli, maintenant exposé en évidence sur mon bureau. Parlez-moi d'eux. Tous élevés par leurs grands-parents. Une fille de Portland me rappelle votre histoire, son essai mentionnait se sentir plus authentique avec sa grand-mère qu'elle ne l'a jamais été avec sa mère. Quelque chose se dénoue dans ma poitrine. C'est exactement pour cela que nous avons créé ce fonds. Je jette un coup d'œil à mon calendrier, non plus rempli d'obligations mais plein de sens. L'héritage que Linda et Marc avaient convoité finance maintenant des études universitaires pour des enfants dont les histoires reflètent la mienne. La cérémonie de remise de la robe la semaine dernière semble encore irréelle.
Devenir juge de la cour de circuit dans le même palais de justice où s'est déroulée ma bataille avec Linda a une symétrie que même Charles n'aurait pas pu scénariser. La juge Rivers a placé la robe noire sur mes épaules dans la chambre que Charles utilisait autrefois, ses mains stables sur un tissu qui porte des générations de justice. Votre grand-père se tenait exactement là où vous êtes, avait-elle murmuré, mais vous êtes déjà allé plus loin qu'il ne l'espérait. Avant de partir ce jour-là, j'ai glissé une petite photo de Margaret et Charles dans la poche intérieure de la robe, où elle repose contre mon cœur pendant les audiences. Le greffier a eu un temps d'arrêt en changeant la plaque nominative à l'extérieur de la porte de la chambre. L'honorable Joséphine Carter. L'écho du titre de Charles se perpétue maintenant à travers moi. La lettre de Linda est arrivée hier, enveloppe crème, papier cher, son écriture fluide offrant une réconciliation, maintenant que je suis devenu quelqu'un. Il y a un an, cela aurait déclenché un espoir désespéré ou une colère brûlante. Aujourd'hui, je l'ai simplement lu 2 fois, considérant ces mots avec la même évaluation mesurée que je donne à n'importe quelle affaire devant mon tribunal. Ma réponse a été brève. Je vous souhaite bonne chance, mais nos chemins ont divergé il y a longtemps. Pas de colère, pas de besoin de justification, seulement de la clarté. La juge Rivers a remarqué le changement ce matin, autour d'un café. Charles serait fier de votre paix, a-t-elle dit. Le jugement le plus difficile est de savoir quand classer une affaire pour de bon. Elle a raison. Je suis enfin libéré du cycle de l'espoir d'un amour parental impossible. La blessure qui me définissait est devenue une cicatrice qui marque simplement une limite, visible mais plus douloureuse. La guérison n'a pas été solitaire. J'ai lancé un programme de mentorat informel pour les jeunes avocats, en particulier ceux qui naviguent dans des dynamiques familiales compliquées. Les roses que je plante sur les tombes de Margaret et Charles fleurissent maintenant au printemps et à l'automne. Ma thérapeute, que je n'hésite plus à mentionner dans les conversations avec mes collègues, m'a aidé à créer de nouvelles traditions de vacances pour remplacer les souvenirs douloureux. Hier soir, j'ai écrit dans mon journal, « Trouver une famille n'est pas une question de sang, mais de présence ». Hier, Jennifer Davis, une jeune avocate aux yeux qui portent trop d'histoire, m'a arrêté dans le couloir. Ma mère conteste le testament de ma grand-mère, a-t-elle avoué, la voix à peine stable. Je ne lui ai pas imposé mon histoire, mais j'ai partagé la sagesse de Charles. La justice commence par honorer la vérité. 5 ans plus tard, debout devant le miroir dans les appartements de la Cour suprême du Massachusetts, à 41 ans, j'ajuste ma robe et j'aperçois mon reflet. Pendant un instant, le visage moqueur de Linda de cette première salle d'audience me revient en mémoire, mais c'est un tonnerre lointain, plus une tempête qui menace de me noyer. La voix de l'huissier de justice résonne dans la chambre. Levez-vous pour la juge Carter. Le poids de l'héritage repose sur mes épaules avec une confiance tranquille qui vient du fait de savoir exactement qui je suis. 20 ans plus tard, des fils gris parcourent mes cheveux alors que je préside une affaire familiale remarquablement similaire à la mienne. La jeune femme à la barre parle de grands-parents qui l'ont élevée lorsque ses parents ont abandonné leurs responsabilités. Je cite mot pour mot la lettre de Charles, les mots gravés dans ma mémoire. La justice ne se trouve pas toujours dans les salles d'audience, parfois elle réside dans le fait de défendre fermement la vérité. Ma déclaration finale résonne dans la chambre. La justice, c'est la famille que nous choisissons, la présence et la façon dont nous le prouvons. Une nouvelle génération d'avocats griffonne des notes, apprenant non seulement le droit, mais aussi l'héritage. Alors que la salle d'audience se vide, mes doigts touchent la petite photo dans la poche de ma robe, maintenant usée sur les bords mais claire dans son but. Charles avait raison, l'amour est un choix que nous faisons chaque jour.